Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après les week-ends de pont du mois de mai, un week-end sous l'eau. Alors j'espère que vous n'avez pas été trop impactés par les inondations. On va faire le point sur la situation dans notre secteur avec les deux invités du jour. Karine Hector, directrice générale des services techniques de la Casques, et Claude Decker, vice-président de la communauté d'agglo Sarreguemines Confluence, en charge notamment de GEMAPI, des travaux de renaturation des cours d'eau et de la protection des milieux naturels ainsi que de l'eau potable. En 48 heures, il est tombé 120 litres d'eau par mètre carré en Moselle. C'est l'équivalent des pluies d'un mois de mai complet qui est tombé en quelques heures sur des sols déjà gorgés d'eau. Les images sont impressionnantes. 177 communes du département ont été touchées par des inondations. Alors vous voyez l'exemple de Sarreguemines sur ces images filmées avec un drone par Oleg Gordsuev. Pour la première fois de son histoire, le département de la Moselle a été placé en alerte rouge, crue et inondation. Des chiffres records aussi du coup chez les sapeurs-pompiers. Inondations, glissements de terrain, coulées de boue, chutes d'arbres. Les pompiers ont été particulièrement sollicités. Rien que sur les journées de vendredi et samedi, 6000 appels ont été passés au 18, engendrant environ 2000 interventions de sapeurs-pompiers. Au total, depuis vendredi, il y a eu plus de 7700 appels passés aux pompiers et plus de 2250 interventions à l'échelle du département. Dans l'arrondissement de Sarreguemines Beach, les sapeurs-pompiers ont effectué plus de 600 interventions depuis vendredi, essentiellement des opérations de pompage. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer en Moselle. Au niveau de la communauté d'agglo, dites-nous un petit peu combien de personnes sont sur le pont depuis vendredi, parce que là on parlait des pompiers, mais on sait que à la communauté d'agglo aussi, vous avez été beaucoup sollicités. Est-ce que vous avez un peu une idée combien d'agents étaient sur le terrain depuis vendredi ? Je permets d'abord de remercier le corps des sapeurs-pompiers qui sont intervenus pendant tout le week-end et qui étaient d'un appui formidable et qui nous ont aidés à sauver des vies. Donc, je leur adresse mes chaleureux remerciements, ainsi qu'à l'ensemble du personnel, une quinzaine de personnes qui ont été mobilisées tout le week-end, donc jour et nuit, au service de nos concitoyens. On fait un travail remarquable. Dans ces cas-là, quel est le rôle, parce que bien sûr ce sont avant tout les sapeurs-pompiers qui sont sollicités, mais dans ces cas-là, quel peut être le rôle des agents de la Casques et des élus, parce que beaucoup étaient sur le terrain aussi? Alors d'abord, au niveau des mairies, pour ceux qui sont dotés d'un plan communal de sauvegarde, ils le mettent en œuvre, ils prévoient toutes les dispositions qui permettent à la fois de pallier aux difficultés, d'avertir la préfecture, la sous-préfecture, et également donc, de prévoir, de recueillir les gens en détresse et de venir à leur secours et leur aide. Donc ces plans communaux de sauvegarde et d'ICRIM sont des documents réglementaires qui sont prévus dans le programme d'action et de prévention des inondations qui est en cours au niveau de la GEMAPI. Mais donc c'est avant tout communal avant d'être intercommunal? Alors c'est communal et évidemment la communauté d'agglomération a la compétence en matière de GEMAPI depuis 2018 et à ce titre elle intervient également pour venir en aide et faire ce qu'elle a à faire au niveau de l'ensemble du territoire, et notamment à Sarralbe. Et en amont et au fil de l'évolution de la situation, est-ce que à vos yeux, les habitants de l'agglo ont été suffisamment informés? Est-ce que le système d'alerte a fonctionné? Alors, le système d'alerte de prévision des crues fonctionne. Donc, il y a des repères de crues qui sont posés sur le territoire et qui font en relais avec nos collègues allemands et qui permettent donc d'avoir une information qui est distillée au niveau de nos concitoyens. Alors ce système d'alerte est actuellement en cours de révision. Il va être amélioré dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations dans les mois à venir. Donc pour être aussi plus efficace. Oui. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, la commune la plus impactée a été Sarralbe. La situation a nécessité l'évacuation de 150 personnes. Une mesure de précaution décidée samedi au moment où a été réalisé ce reportage de Thibaut Desmerlet. Le garage d'Alain n'a pas résisté à la vague de boue. Avec les énormes quantités d'eau qui sont tombées, il y a eu un glissement de terrain derrière la maison. C'est toute une coulée qui a envahi une partie de la propriété. J'étais juste dans la maison, j'ai entendu un grand boom, je me demandais ce qui se passait. Quand je suis sorti dehors, je dis ça va, j'ai compris, c'est pas la peine, qu'est-ce que vous voulez. On peut rien faire contre ce phénomène-là. On est impuissant contre tout ça. Il n'est pas seul dans cette situation. Plusieurs habitants de la rue du Canal à Sarralbe ont vécu la même catastrophe. C'est le cas de Jean-Paul et Denise Jacobs qui ont vu leur terrasse disparaître.
Il y avait de l'eau qui coulait à travers le mur. Il y avait une épaisseur de 5 cm de la cour. J'ai rentré les 2 chats qu'on avait, je rentre le chien. Et en même temps, je vois le mur tomber vers moi. Devant chez eux, la route n'a pas pu tenir et s'est fissurée avant de s'affaisser. Avec la butte qui risque de s'écrouler davantage, Alain comme Jean-Paul et Denise devront quitter leur domicile et seront hébergés chez des proches. Sarralbe vient de vivre une crue historique. Au centre-ville, les pompes tournent à plein régime pour évacuer l'eau dans l'Albe. Durant toute la nuit, l'équipe municipale et les services techniques sont restés sur le terrain pour sécuriser plusieurs points. La situation est maîtrisée concernant le centre-ville, où là on a encore 8 pompes qui sont en œuvre, mais on arrive à tenir la situation donc, sur les rues commerçantes. La situation est devenue plus préoccupante du côté de Salzbronn et plus particulièrement de sa digue. La sortie vers Herbitsheim, elle, est totalement coupée. Les services de la casque qui ont la responsabilité des digues de protection nous ont informé qu'il y avait un éventuel risque de brèche qui pourrait se former sur cette digue et donc un envahissement, je veux dire, des terrains en aval. Avec l'avertissement de la casque et l'expertise de l'Adréal sur les conséquences d'un possible envahissement, une cellule de crise a été mise en place avec la gendarmerie, le SDIS et les services de l'État. Une partie de la population de Salzbronn devra être évacuée avant ce soir. Le risque zéro n'existe pas, donc on prend les précautions maximales pour que nos concitoyens soient dans une situation la plus sécurisée possible. Un recensement est établi pour savoir qui sera pris en charge par la ville et qui ira chez des proches. Donc ça, c'était samedi, et puis finalement, dès dimanche, le risque que la digue cède a été écarté et les habitants ont pu rentrer chez eux. Alors parlez-nous un petit peu de cette digue. Elle existe depuis quand? Elle a été construite par qui et pourquoi? En fait, la digue, elle existe, je n'ai pas la date exacte, mais depuis une cinquantaine d'années. Donc elle a été construite pour protéger Sarralbe. En fait, il y a 2 digues. Il y a une digue autour de Salzbronn, il y a une digue qui protège Sarralbe. Et en cas de montée des eaux, en fait, en temps normal, les eaux pluviales à l'intérieur de cette partie de la commune se dirigent gravitairement vers le ruisseau, que ce soit la Sarre ou l'Albe ou autre. Et dès qu'il y a une montée des eaux, on ferme toutes les vannes donc sur ces conduites d'eau pluviale qui traversent la digue pour éviter que le cours d'eau retourne dans la ville. Et alors ce week-end, pourquoi il y a eu cette crainte que la digue cède? Voilà, donc en fait, la digue, comme toute digue, elle est faite pour protéger jusqu'à une certaine occurrence de crue. Donc on a eu une étude de danger qui a été faite sur cette digue-là, on a eu les résultats l'année dernière. Donc on sait que jusqu'à la crue cinquantennale, il n'y a pas de souci. Et les études ont montré aussi qu'avec la crue centennale, donc une période de retour de 100 ans, normalement le niveau haut de la digue n'est toujours pas touché. Et là, quand on est allé sur place samedi, on s'est rendu compte qu'il y a certains endroits, l'eau commençait à passer au-dessus de la crête de façon localisée. Et donc ça veut dire que le niveau d'eau le niveau de crue est même au-dessus de la crue centennale, donc c'est énorme. Et donc dans ce cas-là, il peut y avoir érosion et il peut y avoir une rupture de la digue. Et donc il y avait un volume d'eau énorme à stocker derrière la digue, puisque tout était sous l'eau. Et donc dans ce cas-là, la mesure de prudence c'était d'évacuer la population parce que personne ne peut prévoir si ça va arriver ou pas. Et si ça arrive, on ne retient plus rien. Donc. Ouais, il y avait un vrai risque. En fait, on est passé finalement juste à côté de la catastrophe, quoi. La chance qu'on a eue, c'est quand on est arrivé à ce niveau d'eau-là, donc même avec un petit peu de passé au-dessus de la crête, ça a commencé à redescendre. La décrue a commencé pile au bon moment, vraiment in extremis. Si l'eau était montée de 10, 20, 30 cm de plus, ça aurait pu être pire. Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut construire plus de digues, qu'il faut améliorer, rehausser celles qui existent? Donc déjà là, de toute façon, on va faire un diagnostic post-crue, une visite post-crue, regarder déjà sur l'existant quelles sont les améliorations apportées, puisque la digue n'est pas tout à fait horizontale non plus, il y a certains points bas, donc déjà peut-être rectifier ces points bas-là, et puis après, pour la suite, voir s'il faut effectivement, il faudrait prévoir un renforcement, mais bon, pour l'instant,
on n'en est pas là, hein. On est en train de faire déjà l'état des lieux. Des phases d'investigation par rapport à ça. Et en tout cas, ça a souligné l'importance des digues et en particulier de celle-ci. Alors sur le territoire de la Casque, la commune de Blies-Guersviller et son annexe Blies-Choyenne ont aussi été particulièrement touchées. Blies-Guersviller était sous les eaux et 2 rues de Blies-Choyenne ont été particulièrement impactées. On le voit sur ces images filmées avec un drone. Merci d'ailleurs à Florent Gentil pour les images. Accès impossible par la vallée de la Blies, aussi bien depuis Sarreguemines que depuis Frauenberg. Restait une route étroite en forêt, interdite aux véhicules les dimanches et jours fériés. Et situation paradoxale dans cette commune de Blies-Guersviller, l'eau est surtout montée samedi avec la Blies qui est sortie de son lit à l'heure où s'amorçait déjà la décrue dans la plupart des communes impactées par les inondations. Dès le début de la décrue, les habitants étaient à pied d'œuvre pour nettoyer un peu partout. Exemple maintenant en image dans le Pays Beach où l'entraide entre voisins s'est organisée. Des Allemands des communes frontalières sont même venus donner un coup de main. Dans quelle mesure les gens ont-ils été touchés? Ont-ils déjà vécu de telles inondations? Emilia Zell est allée samedi matin à la rencontre des habitants de Valsbrunn et Valdouze. Dans les communes de Valsbrunn et Valdouze, ce sont surtout des petits dégâts matériels qui ont été recensés par les habitants. On a arrivé à sauver les frigidaires et tout ça, on avait quand les monter, mais le reste, c'est que de la boue qui était à l'intérieur. Dans le garage, l'intérieur du garage, 20 cm au moins. J'ai pu surélever certaines choses, mais bon, elles étaient quand même dans l'eau. Alors, nous, on a eu les plus grosses inondations du village avec la rue principale. Et donc, niveau dégâts, on a eu une grosse cave bien inondée. Donc, on a dû tout évacuer avec le tonneau à lisier d'un paysan qui est gentiment venu nous pomper l'eau de la cave. On a quand même sorti 16 mètres cubes hier soir. Tout le parterre, la cave, j'ai une cuisine en bas de la cave aussi, c'est tout. Ouais. Rempli de l'eau. Quelques trucs s'est cassé, oui. Aussi la garage c'était rempli, oui. On a eu pas mal d'eau dans la salle et dans le couloir. Et là, on est ouvert avec le sourire. Le terrain de foot inondé comme ça, on a quand même investi cette année pas loin de 5 000 € qui partent à la rivière, malheureusement. Donc, au niveau du district, la fin de championnat reste compliquée. Il nous reste des points à prendre, mais sur un terrain comme ça, ça ne va pas être possible. Donc je ne sais pas comment ça se passait au niveau du district. Dans les 2 villages, ils n'avaient pas vu d'inondation de cette ampleur depuis 1993. Oui, ça fait 31 ans, c'était la même chose ici. Oui, c'était les mêmes mesures après. Tout était rempli derrière aussi. Là, on avait de l'eau dans la cour jusqu'au fond, comme hier. Ouais. L'ampleur des dégâts pourra être réellement connue dans les jours et semaines à venir, comme pour la salle des fêtes de Valdouze où l'eau s'est peut-être infiltrée sous le parquet. Ces scènes de nettoyage, on les voit chez tous les sinistrés. Sur le territoire de la Casque, est-ce que l'agglo peut venir en aide aux particuliers qui ont subi des sinistres ? En ce qui concerne l'évacuation des déchets, donc on a eu quelques sollicitations de maires. Bon, tout de suite le dimanche à Sarral, par exemple, pour la mise à disposition de bennes. Donc on a fait venir 2 bennes pour permettre ça. Donc là, mais c'est à la demande des maires, hein, pas directement. Oui, il y en a à Sarreguemines aussi, on le voit à l'image. Ouais. Et on constate aussi aujourd'hui un gros afflux au niveau des déchetteries, puisqu'il y a beaucoup de. Donc on essaye de gérer ça. Donc parce qu'après, il faudra qu'on trie aussi tous ces déchets qu'on collecte globalement. Et donc, au niveau des déchetteries, donc, ceux qui n'ont pas forcément besoin d'y aller, parce que voilà, ils n'ont pas immédiatement, vaut mieux qu'ils décalent ça à une autre journée, parce que là, donc, il y a vraiment beaucoup de laissez la priorité aux sinistrés, s'il vous plaît. On a également demandé à recenser sur les cours d'eau les embâcles dans les différentes communes, de telle manière qu'on s'organise pour les faire évacuer par des entreprises spécialisées. Ensuite, à l'intérieur des communes, chaque maire a également pris des mesures qui lui sont propres avec ses ouvriers communaux pour venir en aide aux sinistrés. Oui, parce que c'est un sacré travail. Ouais. Il y aura également certainement une communication, donc on l'a déjà faite, pas au niveau de l'agglo, mais au niveau des communes, pour les déclarations d'assurance, et également la déclaration de catastrophe naturelle,
que chacune des communes est amenée à mettre en œuvre au niveau de la préfecture. Alors on va en parler tout à l'heure, mais on va retourner d'abord dans le Pays de Bitche, toujours à Val-d'Ouz, où Émilie Azzel a aussi rencontré le maire samedi matin, comme dans toutes les communes. Pour les maires, il faut dresser un premier constat et aussi penser à l'après. Alors je vous propose d'écouter le témoignage de Christian Schwalbach. Vous aviez déjà eu des inondations de cette importance? Oui, il y en a eu, mais moins. Donc on a eu moins de précipitations, il y a eu moins de cumul d'eau. Hier, on a quand même sur Waldbrunn 125 mm d'eau qui sont tombés en même pas à peine 12 heures, quoi. Et sachant que les sols sont gorgés d'eau. Est-ce qu'il y a des aménagements sur la commune? Je pense notamment au GEMAPI. Il faudrait à tout prix, il y a des choses à faire. Vous voyez bien, vous avez des arbres qui poussent dans le cours d'eau. Pour moi, ce qu'il faut déjà pour limiter la montée des eaux, c'est qu'on enlève tout ce sable, ce dépôt de sable qui s'est mis là, pour que l'eau ne monte pas et n'aille pas inonder les riverains du cours d'eau. Mais là, il y a tout un travail à faire dans le cadre de la GEMAPI. Et donc, la communauté de communes aujourd'hui, on a la compétence, c'est à elle d'utiliser ces fonds justement pour intervenir sur les cours d'eau, pour éviter les problèmes que nous avons eus dans nos communes, dans notre commune hier. Est-ce qu'il y a des dégâts à recenser? On va faire déjà, là j'ai été voir déjà ce matin les personnes qui ont été vraiment impactées. De toute façon, il va falloir faire jouer les assurances. Je souhaite aussi qu'on soit classé en catastrophe naturelle. Donc ça, c'est un exemple dans le Pays de Bitche. GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est une compétence exclusive et obligatoire des intercommunalités. Claude Decker, ces dernières années, qu'est-ce qui a été réalisé préventivement dans le cadre de GEMAPI sur le territoire de la communauté d'Aglo de Sarreguemines? Il y a deux volants, donc deux volets plutôt. Le côté GEMA pour la gestion des milieux aquatiques, pour l'atteinte du bon niveau des cours écologiques des cours d'eau, et ensuite la prévention des inondations. Sur la partie GEMA, donc on a plusieurs actions en cours sur l'entretien et la renaturation des cours d'eau, à la fois sur le Strichbach, en collaboration avec la communauté d'agglomération de Forbach, mais également sur le Matzengraben du côté de Nélin, avec la communauté d'agglo de Saint-Avold. Et on a des actions en cours actuellement sur le nettoyage du Mutterbach, donc ça c'est en lien avec le syndicat intercommunal de la ligne Maginot-Aquatique. Donc il y a un ensemble d'actions qui sont menées sur l'ensemble de nos cours d'eau. Tout n'est pas faisable en même temps, mais l'essentiel est déjà bien pris en charge. Ensuite, sur la partie liée à la prévention des inondations, donc il y a le PAPI, le plan d'action de prévention des inondations qui est en cours, avec des études importantes qui sont menées donc, depuis 4 ans déjà, donc, dont l'essentiel a été finalisé. Et il nous reste encore à terminer donc, la partie liée à l'étude hydrologique qui nous permettra ensuite de déboucher sur donc, les moyens à mettre en œuvre pour réduire le fil d'eau dans nos communes. On n'est pas encore là, mais bon, les choses vont venir. Alors, il y a des opérations concrètes qui ont été réalisées plus récemment encore sur l'opération Pied au sec, donc dans toutes les communes qui sont portées volontaires et où le SDEA donc, vient en appui, est porteur du projet, pour venir en aide donc, aux personnes qui sont systématiquement inondées, pour leur indiquer les bonnes manières à faire, ce qu'il faut faire pour réduire le risque d'inondation, trouver des solutions, leur apporter également une évaluation des coûts pour faire en sorte qu'ils puissent améliorer leur situation. Donc, c'est des travaux qui peuvent être financés jusqu'à hauteur de 80% des travaux et j'encourage nos concitoyens à se porter volontaires pour ceux qui sont concernés et qui ont été douloureusement frappés, de telle manière qu'ils puissent bénéficier de ce diagnostic qui est gratuit, je le rappelle. Et on en reparlera aussi largement demain, dans l'émission de demain, puisque l'invité sur ce plateau à votre place sera un représentant du SDEA, donc on pourra aussi en reparler. Vous parliez des différentes actions, pourtant il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on comprend moins. Alors dans les choses qu'on voit, on a vu qu'il y avait des troncs d'arbres
dans des rivières. On se demande pourquoi ils n'ont pas été enlevés avant, c'est un peu dommage. Dans les choses qu'on sait, il me semble qu'il y avait eu aussi un partenariat avec nos voisins allemands, notamment pour la vallée de la Blise, un programme d'entretien des berges à l'époque. Et moi j'ai l'impression que ces dernières années, je trouve que la casque se montrait plutôt rassurante, et j'ai l'impression que beaucoup d'habitants pensaient que des crues comme celle de 1993 ne pouvaient plus arriver sur notre territoire. En fait, c'est faux. Dans le PAPI, il y a un volet important qui est concerné à la communication sur la notion de risque, parce qu'effectivement, pour les plus jeunes d'entre nous, ils n'ont pas la mémoire de ce qui a pu se passer. Donc il y a un travail important de communication qui va être mis en œuvre par le SDEA, en collaboration avec la communauté d'agglomération, avec des fascicules qui vont être distribués au niveau des maires sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre, à la fois pour prévoir et conduire lorsque l'événement se produit. Il y a également donc des actions qui seront menées au niveau des écoles pour sensibiliser la population au risque d'inondation. L'ensemble de ces actions-là sont prêtes, donc ils vont être diffusées sur le territoire dans les mois à venir. Là aussi, il se trouve qu'il a énormément plu vendredi, en plus sur des sols qui étaient déjà gorgés d'eau, parce qu'on a un peu l'impression qu'il n'arrête pas de pleuvoir ici. Il a à nouveau plu dimanche, mais il y a tout de même eu les accalmies samedi et lundi. Du coup, est-ce qu'on arrive à imaginer que se serait-il passé s'il avait plu tout le week-end? La digue, elle n'aurait pas tenu. Oh bah là, l'eau serait passée au-dessus, mais sur l'ensemble de la crête, après, oui. Est-ce qu'on aurait pu éviter que ça prenne de telles proportions? On parlait des actions qui ont déjà été menées et qui sont en cours, notamment dans le cadre de GEMAPI, mais il y a aussi des choses peut-être encore plus visibles, c'est que ça a été constaté dès vendredi matin, des avaloirs qui étaient bouchés. Comment ça se fait qu'on ait encore des avaloirs bouchés? La compétence en matière de nettoyage des avaloirs, elle est communale. C'est au maire de nettoyer ses avaloirs, mais bon, pour autant que je sois informé, chacun a un contrat qui lui permet de nettoyer ses avaloirs 1 ou 2 fois par an en fonction de la fréquence et du besoin qui est le sien. Mais en règle générale, les avaloirs sont nettoyés dans toutes les communes, par les maires. Sauf que c'était peut-être prévu, dans le cadre de ces programmes-là, c'était peut-être prévu la semaine prochaine, par exemple, et dommage. Si vous voulez, ça, je dirais, chacun des maires voit les niveaux de ses avaloirs. Il y a des programmes, avant les saisons de pluie, les avaloirs sont nettoyés de telle manière que pendant la période de pluie, ils remplissent leur office. Il y a eu un groupement de commandes qui avait été lancé avec la communauté d'agglo et les communes qui le souhaitaient pour qu'il y ait un marché global. Donc ça facilite aussi l'engagement de ces opérations d'entretien. Oui, parce que c'est le premier point d'évacuation. Alors là, je suppose qu'il va y avoir aussi toute une phase de constat, de bilan. Est-ce que quelque part ces crues records ont permis ou vont permettre de pointer du doigt des actions à mener à court et à moyen terme pour éviter que ça se reproduise? Est-ce qu'il y a un plan d'action qui va être défini ou modifié en fonction de ça? C'est l'objectif du PAPI, déjà. Mais bon, là, pour baisser la ligne d'eau, donc c'est pas des travaux ponctuels, ça se passe à l'échelle du bassin versant. Donc pour l'instant, on n'a pas encore idée de ce qui devra être fait, mais ça ne sera pas forcément sur notre territoire, ça sera peut-être plus en amont. Donc ça sera peut-être de la renaturation, peut-être définir d'autres zones d'expansion de crues. Et puis il y a aussi, on a aussi des études en cours sur tout ce qui est désimperméabilisation, pour réduire les zones imperméables, pour éviter, pour privilégier l'infiltration, même si chez nous les sols étant argileux, c'est toujours compliqué d'infiltrer, ou au moins la rétention à la parcelle, pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui partent en une fois. Mais bon, après, avec des pluies, une pluie d'une journée entière avec cette intensité, les différents dispositifs qui existent ne peuvent pas faire de miracle non plus, Donc c'était vraiment un événement exceptionnel. Autre dommage collatéral, en plus des inondations, il y a eu pas mal d'endroits où du coup il y a l'électricité qui a été coupée. Alors vous qui avez été sur le terrain tout le week-end, est-ce que le courant est rétabli partout?
Enfin, nous, on n'a pas d'informations. Vous n'avez pas les infos? Bien sûr, je peux vous en parler pour la commune qui m'occupe. Donc, Putelange, donc le COSEC, hein, l'ancien gymnase a été inondé. Donc de manière préventive, on a coupé le courant et les tableaux déjà vendredi soir. Hein. Et puis donc ce matin, on a fait intervenir un électricien pour rétablir de manière sécurisée le courant. C'est quelque chose fait au jour d'aujourd'hui, donc on n'a plus de problème dans ce domaine-là. Oui, parce qu'on a des foyers aussi qui ont subi des coupures d'électricité. Ouais. Alors, il repleut aujourd'hui et les prévisions météo ne sont pas très optimistes pour les 3 prochains jours. Est-ce qu'on doit s'attendre à de nouvelles inondations maintenant que la décrue est fortement amorcée? On a surveillé les prévisions de crue ce matin. Ouais. Bon, voilà. Donc, pour l'instant, c'est quelques centimètres ou dizaines de centimètres en plus. Mais pour l'instant, il n'est pas prévu d'atteindre le niveau qu'on a eu ce week-end. Alors les habitants croisent les doigts, hein, bien évidemment, mais ils ne se tournent pas les pouces pour autant. Désormais, l'heure est à la constatation des dégâts et au grand nettoyage. Est-ce que vous avez un premier chiffrage, une estimation, une idée en termes de dégâts sur le territoire ? Déjà pour nos propres installations, on est en train de faire le chiffrage, hein, puisqu'on a eu des dégâts au niveau de la piscine. Enfin, on a eu aussi, nous, des ouvrages au niveau de la communauté d'agglomération qui ont souffert. On a, par rapport à l'électricité, même les endroits où il y a du courant, il y a des armoires électriques qui se sont retrouvées sous l'eau. Donc voilà, donc tout ça, pour l'instant, on est en train vraiment de faire l'état des lieux, de diagnostic. Enfin, on ne peut pas sortir de chiffres pour l'instant. Et là, on voit des images de sinistrés à Vitrin. On y reviendra demain aussi et avec leur ressenti et l'état des lieux. Et c'est vrai que c'est très difficile à chiffrer parce que il y a ce qui est au niveau des particuliers. Il y a aussi, il faut prendre en compte la perte d'activité pour des commerces, des restaurants, des entreprises. Autant de sinistrés en si peu de temps. Est-ce que vous savez comment ça se passe avec les assurances et les éventuels passages d'experts? Vous en avez croisé déjà ce week-end? Je n'ai pas croisé encore d'experts, mais j'ai invité tous mes concitoyens à faire leur déclaration au niveau de leur police d'assurance. Donc ça, c'est chose faite. On a également recensé donc toutes les habitations qui sont concernées. Je pense que chacun des maires fait la même chose pour retourner vers la préfecture et faire une déclaration de catastrophe naturelle qui sont vraisemblablement prises en compte, mais ça dépend du ministère. Oui, et puis faites attention parce qu'il y a parfois des informations contradictoires qui circulent. Mais d'un côté, vous avez vu, la casque met à disposition des bennes, par exemple à Sarralbe et au centre-ville de Sarreguemines, pour que les sinistrés puissent jeter ce qui est irrécupérable. On parle bien de ce qui est irrécupérable parce que de l'autre côté, la préfecture envoie des mails précisant qu'il faut appeler son assurance dès que possible pour faire une première déclaration orale, puis adresser dans les 5 jours ouvrés un courrier à l'assureur en récapitulant précisément les faits et en listant les biens détériorés ou hors d'usage avec des documents pour le prouver, photos, vidéos, témoignages. Donc attention, ne jetez pas trop vite les choses. Et la préfecture précise qu'il faut stocker les biens détériorés jusqu'au passage de l'expert. Est-ce que vous avez des conseils complémentaires par rapport à ça? On a tout dit? Non, je pense que vous avez tout dit. Ces informations figurent en règle générale sur les sites internet, Panneau Pocket et autres des communes concernées. Oui, tout le monde essaye de communiquer largement. J'imagine tout fait, enfin en ce qui me concerne. Nous l'avons fait. Et puis vous l'avez dit, quant à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, elle doit être faite en ligne par le maire de chaque commune concernée. Vous l'avez évoqué aussi, des structures publiques sont aussi touchées. Alors il y a par exemple le Moulin de la Blise, musée des techniques faïencières à Sarreguemines. Il est fermé jusqu'à nouvel ordre. Heureusement, les pièces de collection ont pu être mises à l'abri à temps. Le conservatoire de Sarreguemines est lui aussi fermé. La ville étudie en ce moment la possibilité de déplacer provisoirement les cours dans un autre lieu. Il y a de l'eau partout, mais ce n'est pas le moment d'apprendre à nager. On vous l'a dit, le centre nautique communautaire de Sarreguemines est fermé car les sous-sols sont inondés. Or, c'est un lieu stratégique où se situent notamment toutes les pompes et le système technique de filtration des bassins. Karine Hector, vous, depuis vendredi, racontez-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est le niveau d'eau sur la digue de Salzbronn, clairement. Hein, ça, vous n'y attendiez pas du tout? Non, on ne s'attendait vraiment pas à ce que ça monte à ce niveau-là. Ouais. Claude Descarrés, vous, depuis vendredi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est la difficulté d'intervention, c'est la situation des gens confrontés à ce problème-là avec une montée très rapide des eaux. Et avec certains cas qui étaient vraiment limites, où heureusement que
les pompiers étaient là avec des plongeurs pour pouvoir évacuer les gens qui étaient en situation précaire, avec un risque de mort évité, grâce à l'intervention des pompiers, heureusement. Heureusement. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. On va finir ce focus sur les inondations avec une petite note d'humour malgré tout. C'est une image insolite qui nous vient de Bernard N à Capelquingé. Le terrain de foot étant envahi par les eaux de la vallée de l'Albe, 3 adolescents ne pouvant se lancer dans un match de foot ont failli se mettre au water polo. Il avait beau faire 19 degrés dehors, la fraîcheur de l'eau a sans doute calmé leurs ardeurs. Petit clin d'œil à Capelquingé, mais surtout une grande pensée pour tous les sinistrés. Bon courage à tous. À Rémelfin, le festival REM n'est pas complètement tombé à l'eau, mais il s'en est fallu de peu. Mauvaises conditions météo et coupure de courant. La 13e édition du festival Rémelfin en musique était particulière cette année. La première soirée vendredi a dû être annulée. Pour la deuxième soirée du festival, 4 groupes étaient à l'affiche samedi soir. Malgré les problèmes techniques, l'ambiance est restée positive. Le public et les artistes ont assuré le show. Reportage de Thibaut Desmarlés. Je voulais juste vous rassurer que, a priori, pour l'instant, le groupe électrogène tourne. Donc, on est en train d'installer le prochain groupe qui est le groupe principal, donc qui nous vient des États-Unis. Des problèmes techniques qui n'ont pas entaché l'ambiance du festival REM. Malgré une fuite d'huile du groupe électrogène, le groupe venu des États-Unis, John Roniger and the Good for Nothing Band, a pu se produire sur scène. Vendredi, le festival transfrontalier REM avait annulé le concert du groupe allemand Alex Berot and Friends en raison des conditions climatiques. On avait vraiment mal pour la soirée, quoi. C'est une perte aussi pour nous et voilà. Et désolé pour le groupe qui a moi un groupe vraiment formidable avec des musiciens hors pair. Samedi soir, les coupures de courant n'ont pas affecté l'énergie du public ni celle du groupe américain qui faisait partie des 4 artistes programmés pour la soirée. Après la première coupure, une seconde est survenue. Le batteur avec ses camarades ont improvisé un solo de batterie. L'ambiance est très bonne, vraiment le public est formidable. Oui. Heureusement que le public est là et qui est compréhensif, quoi. Le festival organisé par l'Interassociation reversera une partie de ses bénéfices pour l'association Agir Ensemble. Ils serviront pour l'achat de matériel médical pour les personnes atteintes de cancer à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Malgré la météo et les inondations, quelques rendez-vous sportifs ont pu avoir lieu ce week-end. On fait le point dans un instant, mais on va d'abord scruter les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, on aurait préféré un peu plus de répit après les inondations de vendredi, mais la pluie est déjà de retour. Certaines routes viennent à peine d'être réouvertes comme à Sarralbe et je suis venue faire un constat des lieux ici à Bisgerswiller où tous les accès étaient coupés, que ce soit en venant de Sarreguemines ou de Frauenberg. Pour l'instant, les routes sont toujours dégagées, mais souvenez-vous, la montée des eaux a eu lieu samedi à Bisgerswiller. Du coup, il faudra rester encore vigilant jusqu'à demain. En ce qui concerne le reste de la journée, les risques de débordement sont toujours importants. Notre département est toujours en vigilance jaune jusqu'à demain et des cumuls d'eau de 30 à 40 mm sont à nouveau attendus. Du côté de Vigicru, la vigilance jaune est aussi en vigueur sur notre secteur. Mais pour demain, on retrouvera un temps plus sec et même ensoleillé. Les températures minimales iront de 10 à 12 degrés et les maximales de 16 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Émile et il fera jour de 5h39 à 21h16. Surtout ne prenez aucun risque sur les routes, ne traversez pas des zones inondées et si vous le pouvez, restez chez vous. Passez une bonne journée et à demain. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Ils ont nagé, pas dans les rivières en crue, mais dans la piscine de Thionville où se déroulaient dimanche les interclubs Benjamin de natation. Une équipe de 4 filles et une équipe de 4 garçons représentaient le cercle nautique de Sarreguemines. Les filles se sont classées 2e avec 6208 points derrière Thionville.
Les garçons ont vengé les filles en devançant Thionville. Ils finissent premiers avec 5 369 points. C'est la relève du cercle nautique. Bravo les jeunes. La pluie et la gadoue ne les ont pas arrêtés. Plus d'une centaine de coureurs ont participé à la 7e édition de la Rohre-Bachoise dimanche matin. Ce qui fait la renommée du parcours, c'est un passage original à travers le Fort Cassot. Retour en images sur la partie course de l'événement avec Thibaut Desmerlet. 3, 2, 1, go! La vague de coureurs est prête à franchir les portes du Fort Cassot situé sur les hauteurs de Rohrbach-les-Beach. Après un passage dans la boue, ils dévalent les 165 marches glissantes qui les conduisent dans les tunnels. Il ne leur faut que quelques minutes avant de remonter le même nombre de marches et sortir à un autre bloc. Parmi les 139 coureurs, on retrouve Oriane. Elle a participé plusieurs fois à la Rohre-Bachoise et a terminé une nouvelle fois à la première place. On est toujours content quand ça se finit parce que c'est pas une course facile du tout et aujourd'hui en plus c'était assez mouillé, mais bon c'est à moindre mal par rapport à ce qu'il y a eu et on est toujours très content et de passer dans le Fort Cassot, c'est toujours assez exceptionnel de pouvoir le traverser quoi. Du côté des hommes, c'est Cyril qui en ressort victorieux. Il a terminé le parcours de 10 km en 39 minutes et 30 secondes. Ouais, c'était très bien, beaucoup boueux. C'est grâce à ça que j'ai réussi à prendre de l'avance, quoi. Moi, j'aime bien tout ce qui est gadou, donc j'ai pu faire la différence justement dans les herbes et dans la boue, quoi. Pour cette 7e édition, 375 personnes ont participé, dont 236 marcheurs. C'est la PAR, l'association pour l'animation de Rohrbach, qui organise l'événement. Il y a eu moins de participants cette année, notamment à cause des conditions météo. Donc on est content, on a pu maintenir, on a été un petit peu épargné sur la commune, donc voilà. Mais après les coureurs en général ça les arrête pas. Les bénéfices de l'événement seront reversés à 2 associations, Laura, les couleurs de la vie et Autour des Williams. Une ambiance enflammée s'est emparée du chapiteau qui a abrité la 9e édition de la Nuit du Catch. C'est un événement devenu incontournable à Rémolfin. Parmi les 7 combats proposés, il y avait celui pour le titre de champion d'Europe FECS. Et c'est Légion von Kried qui a battu le tenant du titre, Dark Mondo. Thibaut Desmerlet a assisté au combat. Un match au sommet se déroule entre 2 poids lourds sur le ring de la 9e nuit du catch. L'imposant Légion von Kried face à Dark Mondo, 2 catcheurs belges professionnels. Ils ont mis leur amitié de côté pour le titre de champion d'Europe FECS, Fédération européenne de catch sportif. Dark Mondo est le tenant du titre. Après un spectacle qui a enflammé l'atmosphère sous le chapiteau, Légion réussit l'exploit et remporte la ceinture. C'est toujours un bonheur de revoir le public lorrain, parce qu'ils mettent une ambiance, quelque chose de phénoménal. J'adore. Dark Mondo, lui-même, on se connaît très bien depuis pas loin de 10 ans, à peu de choses près. Il est un de mes plus grands adversaires dans l'Europe. Mon corps, il a souffert quand même, mais j'ai donné tout ce que j'avais et c'est bonheur. Mais franchement, Dark Mondo, il restera là jusqu'à la fin de ma vie. Durant toute la soirée, 18 catcheurs et catcheuses se sont relayés pour offrir une nuit mémorable à leur public. Parmi les 7 combats qui ont été proposés, il y avait un en équipe, 5 simples et un fatal 4-way féminin. Le rendez-vous est depuis toujours organisé par le Fan Wrestling Contact 57. Je pense que c'est devenu un succès annuel en fait parce que les gens voient que les catcheurs qui sont présents sur le gala se donnent à fond. On est vachement proche du public, on est avec eux. On fait vraiment en sorte de leur offrir un spectacle. Et c'est pour ça qu'ils viennent, c'est l'adrénaline, c'est le fait de crier, de huer et d'être content que son catcheur y gagne ou d'être déçu que son catcheur perde. L'année prochaine, la Nuit du Catch fera sa 10e édition. Pour cet anniversaire, les catcheurs nous ont promis un événement plein de surprises.